Bonjour à tous et bienvenue à ce premier webinaire sur le référentiel RF3, qui est un outil conçu pour accompagner et massifier la rénovation des bâtiments tertiaires. Ce premier webinaire est un préambule au groupe de travail du 28 février prochain sur la thématique confort et santé du référentiel auquel vous êtes conviés. L'ensemble des webinaires et groupes de travail seront animés par François Septier et moi-même, Élodie Donné, tous deux consultants bâtiments durables au CD2E et missionnés par la région Hauts-de-France pour développer ces outils opérationnels de façon collaborative. Commençons par un rapide rappel sur la démarche REF3 et ses objectifs. Il s'agit d'une dynamique initiée il y a une dizaine d'années et portée par la région Hauts-de-France. L'objectif principal de cette démarche est de promouvoir une région plus durable et plus solidaire. Les nombreux sujets traités sont les nouvelles énergies, la mobilité durable, l'économie circulaire, la décarbonation, la jeunesse, l'enseignement, la recherche et l'innovation et enfin le bâtiment durable. C'est dans cette dernière rubrique que le cadre de référence REF3 s'insère, en s'adressant plus précisément à la rénovation des bâtiments tertiaires. Ce cadre de référence a été élaboré durant l'année 2022 avec le soutien de très nombreux contributeurs que vous retrouverez dans les documents disponibles sur les sites de la région Hauts-de-France et du CD2E. Il est le résultat d'un travail collaboratif de longue haleine avec les acteurs et les territoires, et il a pour vocation de guider les professionnels de la filière, les maîtres d'ouvrage, les financeurs et les décideurs publics en région. Il permet d'orienter les actions, d'améliorer la qualité des projets de rénovation des bâtiments tertiaires, tout en favorisant le dialogue et la collaboration entre l'ensemble des acteurs d'un projet, et ce, sur toute la durée du projet. Il est aussi un outil d'évaluation favorisant la montée en compétences des professionnels et une aide pour l'analyse des dossiers financés par des fonds publics tels que Fratri ou encore FEDER. Le référentiel est composé de 7 thématiques: performance et efficacité énergétique, économie circulaire, énergie renouvelable, confort et santé, économie de la fonctionnalité, gestion de l'eau et territoire et sites. Ce cadre de référence n'impose pas d'obligation de traiter l'ensemble des thèmes et ne constitue pas un référentiel exhaustif, mais il a vocation à s'adapter aux spécificités de chaque projet afin de le faire évoluer vers l'exemplarité REF3. Ainsi, pour chacune des thématiques, 4 niveaux d'ambition ont été fixés. Pour chacun de ces niveaux, il y a des exigences socles et des exigences complémentaires. Chacune de ces 7 thématiques du référentiel fera l'objet de webinaires suivis d'ateliers de co-construction des outils opérationnels. Ceux-ci vous sont proposés tout au long de l'année 2023, selon le calendrier que vous voyez s'afficher à l'écran et qui vous a été communiqué précédemment. Il est toujours possible de vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Le premier atelier sur lequel nous allons travailler est celui relatif à la thématique confort et santé. La thématique confort et santé est composée de 4 enjeux: le confort visuel, le confort acoustique, le confort hygrothermique, la qualité de l'air intérieur. 4 niveaux d'ambition, des actions socles en vert et des actions complémentaires en bleu, que nous allons voir en détail par la suite. Le premier enjeu de cette thématique est donc le confort visuel. Actuellement, cet enjeu se retrouve dans 2 actions du cadre de référence, l'une complémentaire dans le niveau 1, qui consiste à mettre en place des actions de sensibilisation des usagers, et l'autre socle dans le niveau 2. euh, il s'agit de réaliser une étude de facteurs de lumière du jour. Pourquoi est-il nécessaire de traiter le sujet du confort visuel? La lumière, c'est avant tout un enjeu pour la santé des occupants. En effet, une mauvaise ambiance lumineuse favorise l'installation d'une fatigue générale et l'apparition de troubles visuels. Comme l'illustre le diagramme à l'écran, l'équilibre entre la température de couleur et l'éclairement permet de délimiter des zones de confort et des zones d'inconfort. La recommandation, par exemple, pour les bureaux, est un niveau d'éclairement compris entre 300 et 500 lux et une température de couleur entre 3000 et 4000 degrés Kelvin. Sur les lieux de travail, la norme d'éclairage intérieur, NFEN 124-64-1, constitue le texte de référence en ce qui concerne les prescriptions nécessaires à l'élaboration d'un projet d'éclairage. Cette norme est complétée par la norme NFX 35-103 qui concerne les principes d'ergonomie visuelle applicables à l'éclairage des lieux de travail.
Comme nous l'avons vu précédemment, le cadre de référence a fixé des exigences socles et complémentaires sur cette thématique. Les objectifs sont d'assurer un éclairage naturel optimal en termes de confort afin de profiter au mieux de la lumière naturelle, mais également un éclairage artificiel satisfaisant en l'absence ou en complément de lumière naturelle. Il s'agit d'obtenir un niveau d'éclairement suffisant pour les tâches visuelles à accomplir et également de limiter les risques d'éblouissement produits par le soleil ou encore par les luminaires. Enfin, il est également opportun de réaliser une sensibilisation des utilisateurs, ceci afin d'attirer leur attention sur les bons comportements à avoir. Par exemple, sur la gestion des protections solaires, sur le positionnement de leur poste de travail ou encore l'utilisation de sources d'éclairage adaptées à leur activité. Les outils permettent aujourd'hui de simuler au plus près de la réalité l'ambiance visuelle d'un bâtiment. En effet, des logiciels sont capables de réaliser des études d'éclairement naturel et artificiel à l'intérieur des bâtiments afin d'évaluer la quantité d'éclairement et son uniformité. En termes d'études d'éclairement naturel, deux possibilités. Le calcul du facteur de lumière du jour, qui exprime le ratio entre l'éclairement intérieur en un point du plan de référence, en général le plan de travail ou le sol, et l'éclairement extérieur horizontal, en site dégagé sous conditions de ciel couvert. Le FLJ s'exprime en pourcentage. L'autonomie lumineuse correspond au pourcentage de temps pendant lequel la lumière naturelle suffit à assurer le niveau préconisé pour l'activité pratiquée. Des études d'ensoleillement peuvent également être réalisées. Elles permettent notamment de vérifier les risques d'éblouissement dans une pièce en prenant en compte l'environnement immédiat du bâtiment. La caractérisation des masques ou d'orientation défavorable va permettre de dimensionner les protections solaires à mettre en place pour réduire les risques de surchauffe et d'éblouissement. Comment prendre en compte ces différents paramètres? Quelles valeurs cibles à respecter? Quels sont les outils à utiliser? Autant de questions qui feront l'objet de notre prochain atelier de co-construction du 28 février auquel vous êtes invités à participer. Le deuxième enjeu de la thématique confort et santé est le confort acoustique. Actuellement, cet enjeu se retrouve dans deux exigences du niveau 1 de cadre de référence. L'une socle, qui consiste à respecter la réglementation acoustique en vigueur, et l'autre complémentaire, il s'agit de mettre en place des actions de sensibilisation des usagers. Les sources de bruit sont multiples et les nuisances sonores peuvent aller d'une simple gêne à l'apparition de troubles physiologiques touchant les organes sensoriels. Il y a des troubles psychologiques affectant le sommeil et le comportement. À l'inverse, une ambiance acoustique maîtrisée va favoriser les fonctions cognitives comme l'attention ou la mémoire. En matière de confort acoustique du bâtiment, trois paramètres sont déterminants: la qualité acoustique de la construction, le niveau sonore de l'environnement et la sensibilité au bruit des occupants. L'objectif du cadre de référence REV 3 sur cet enjeu est d'assurer le confort acoustique des occupants en identifiant les sources de bruit et en adaptant le choix des matériaux et des espaces intérieurs pour réduire les pollutions sonores externes et internes. La prise en compte des nuisances acoustiques a pour objet de protéger les occupants du bâtiment des bruits émanant de l'extérieur, mais également de préserver les riverains des nuisances acoustiques qui pourraient être produites par les activités du bâtiment. Bien que la rénovation ne soit pas aussi bien encadrée que la construction neuve, il est primordial de considérer que chaque bâtiment doit répondre à tout moment aux exigences de ses utilisateurs. En tous les cas, il est demandé de ne pas dégrader la qualité acoustique du bâtiment. Les obligations à respecter vont donc dépendre de la date du dépôt du permis de construire du bâtiment. Enfin, la sensibilisation des acteurs de la construction et des occupants est essentielle à la fois en phase chantier pour limiter les impacts sur les riverains et les ouvriers, et en phase d'exploitation pour favoriser une ambiance qualitative dans les locaux. Il est également opportun de penser à l'exploitation du bâtiment et aux éventuels travaux d'aménagement qui pourraient y être réalisés. Assurons-nous que le confort acoustique ne soit pas atteint uniquement à la livraison, mais également et surtout à l'usage du bâtiment. Alors comment prendre en compte ces différents paramètres? À partir de quelle taille de projet la présence d'un acousticien est-elle nécessaire? Comment adapter ces exigences aux différents types de bâtiments et aux différentes activités pratiquées? Quels sont les outils à notre disposition pour intégrer cette préoccupation dans notre projet?
Beaucoup de questions attendent encore des réponses et nous comptons sur vous pour nous aider à y répondre lors de notre prochain atelier de co-construction. Le troisième enjeu de la thématique confort et santé est le confort hygrothermique. Actuellement, cet enjeu se retrouve dans 6 exigences des niveaux 1, 2, 3 et 4 du cadre de référence. Il y a des actions socles, comme respecter les réglementations sanitaires départementales, contrôler les systèmes de ventilation, réaliser une simulation aérolique, et des exigences complémentaires, mettre en place des actions de sensibilisation, réaliser une étude dynamique des transferts hygrothermiques à travers les parois et réaliser une simulation thermique dynamique. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un enjeu primordial pour le confort des utilisateurs. La température et le degré hygrométrique de l'air sont deux paramètres indissociables dont l'équilibre est le garant d'un air sain. Un air trop sec, avec un taux inférieur à 40%, va affaiblir notre système immunitaire respiratoire. La persistance des micro-organismes dans l'air est favorisée, ce qui facilite la transmission des virus. Une trop forte hygrométrie, avec un taux supérieur à 70%, va favoriser le développement fongique et l'apparition de problèmes respiratoires et d'allergies. Au-delà de l'aspect santé, l'humidité peut provoquer des désordres importants dans la structure même du bâtiment. Selon la campagne Logement 2003-2005, 37% des logements font état d'apparition de moisissures et donc probablement d'un dysfonctionnement du système de ventilation. L'objectif du cadre de référence REV 3 est d'assurer le confort hygrothermique des occupants, aussi bien en période hivernale, par la suppression du phénomène de parois froides, qu'en période estivale, notamment grâce à une isolation renforcée, à un système de renouvellement d'air adapté et efficace, et à la prise en compte de la migration de vapeur dans les parois de l'air intérieur. Pour cela, il est nécessaire de connaître et respecter la réglementation sanitaire départementale, vérifier les transferts hygrothermiques à travers les parois, s'assurer du confort thermique des utilisateurs et les sensibiliser notamment sur la gestion de l'ambiance hygrothermique en assurant un renouvellement d'air suffisant par exemple. Il existe plusieurs moyens de s'assurer du confort hygrothermique des occupants. Tout d'abord, vérifier que la vapeur d'eau produite à l'intérieur du bâtiment puisse s'échapper. La composition des parois doit permettre le transfert de la vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur par la mise en place de matériaux à SD croissants. Des logiciels simples d'utilisation peuvent rapidement nous informer sur la capacité d'une paroi à évacuer l'humidité. L'équilibre hygrométrie-température est variable en fonction des saisons et des activités. D'autres outils, comme les logiciels de simulation dynamique, permettent de visualiser l'évolution du comportement du bâtiment face à ces variations. Comment prendre en compte ces différents paramètres? Quels sont les outils à utiliser? Le dernier enjeu de cette thématique confort et santé est la qualité de l'air intérieur. Actuellement, cet enjeu se trouve dans 4 exigences des niveaux 1, 2 et 3 du cadre de référence. Certaines actions sont socles, contrôler les systèmes de ventilation, mettre en place des systèmes de mesure de qualité de l'air intérieur, et d'autres complémentaires, utiliser des matériaux étiquetés et mettre en place des actions de sensibilisation des usagers. Lorsque l'on parle de qualité de l'air, on pense bien sûr aux critères hygrothermiques évoqués précédemment. Ce ne sont malheureusement pas les seuls critères qui entrent en jeu dans la qualité de l'air que nous respirons. Nous évoluons dans un environnement chargé en polluants de toute nature et d'origines diverses, comme les matériaux et leurs revêtements, qui peuvent être à l'origine d'émanations de composés organiques volatiles, ou encore les produits de combustion, parfois chargés en oxyde de carbone et de soufre. Nous-mêmes, par notre respiration, sommes source de rejet de CO2, qui à des taux élevés peut être source de dégradation de la qualité de l'air, entraînant des phénomènes d'irritation, de nausée, d'asthme, d'allergie, de maux de tête et de somnolence. On passe en moyenne 80% de notre temps à l'intérieur. La maîtrise de la qualité de l'air intérieur est donc essentielle. Dans le cadre de référence REF 3, plusieurs critères ont été définis pour améliorer la qualité de l'air dans les rénovations. Choisir des matériaux en contact avec l'air intérieur peu émissifs en polluants,
Installer un système de renouvellement d'air avec une filtration des polluants performante, étanche à l'air et régulièrement entretenue. Mesurer la qualité de l'air intérieur en exploitation et sensibiliser les utilisateurs sur les bonnes pratiques au quotidien, pouvant favoriser une qualité de l'air optimale, par exemple en recourant à des produits d'entretien écolabellisés. Quels moyens pour s'assurer d'une bonne qualité de l'air? Des premières pistes sont avancées dans le cadre de référence. Elles auront besoin d'être confortées par votre expérience. Pour les matériaux de construction, de nombreux outils permettent de vérifier leur innocuité sur la qualité de l'air intérieur. Ce sont les fiches de données de sécurité, FDS, les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, FDES, et les nombreux certificats et labels dédiés aux différentes catégories de produits et matériaux. Choisir un type de filtration adapté en fonction de la qualité de l'air extérieur et des exigences liées à l'activité du bâtiment. Il peut être également pertinent de mesurer régulièrement la qualité de l'air afin de s'assurer du bon fonctionnement des systèmes mis en place et d'apporter les éventuelles actions correctives en cas de dépassement. Enfin, il est essentiel de sensibiliser les utilisateurs sur les bonnes pratiques au quotidien pour préserver la qualité de l'air intérieur. L'objectif est désormais de fixer ensemble les indicateurs à respecter pour chacune de ces ambitions. Voilà, nous avons parcouru les enjeux et ambitions concernant la thématique confort et en santé. Nous vous donnons rendez-vous le 28 février pour l'atelier de co-construction qui aura pour objectif de répondre aux questions évoquées dans ce webinaire. N'oubliez pas de vous inscrire pour cet atelier et les suivants sur le site internet du CD2E. On compte sur vous. Merci de nous avoir suivis sur cette présentation et à très bientôt.